Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bienvenue à tous pour ce premier épisode du podcast audio Atomic Leaders. Aujourd'hui, on fait le premier épisode, donc on fait un galop d'essai avec quelqu'un qui a bien voulu le faire avec nous, c'est François Gourmandin. Salut François. Salut. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien, écoute, on essaye de partir sur ce premier épisode. C'est toujours un exercice qui est un peu périlleux, mais écoute, à force, on a l'habitude avec différents sujets. Et je suis content de faire ce podcast avec toi. Moi aussi. Le but du jeu, merci beaucoup. Le but du jeu, on va avoir 15-20 minutes ensemble, François, parce que je sais que tu es assez pressé et que tu es assez occupé. Le but du jeu, en fait, c'est qu'en 15-20 minutes, on puisse essayer de donner le maximum de valeur à l'audience. Et donc, tu connais un petit peu les règles du podcast que je t'ai expliqué juste avant en off. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire des réponses à des questions le plus straightforward possible. Il y a quelques questions standards au début dans lesquelles tu vas te présenter. Puis après, on va tirer les questions au hasard. Et puis, une fois qu'on aura lancé tout ça, c'est parti et on regarde en 15 minutes combien de temps et combien de contenu on arrive à donner à cette audience qui nous écoute. Ça va pour toi? Impeccable. C'est parfait. La dernière règle, c'est qu'on coupera pas. Hein. Donc attention à pas dire de bêtises parce qu'effectivement, sinon... on pourra pas revenir en arrière. Exactement. Écoute, tu nous racontes un peu ton histoire de leader, évidemment, c'est celle-là qui nous intéresse. Raconte-nous tout ça. Alors, d'où est-ce que je viens? Je viens d'une région, de la magnifique région parisienne, et donc c'est là que j'ai commencé en fait ma petite carrière. J'ai une formation universitaire, donc tu vois, de l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et donc j'ai fait des études en gestion des entreprises, et puis j'ai tout de suite été attiré par les chiffres, par le contrôle de gestion. Okay. Et plus précisément, j'ai commencé à intégrer les équipes d'AXA Assistance à Paris, puis ensuite chez GAN Assurance où j'ai pris un peu plus de galons dans le contrôle de gestion, donc responsable du département sur la partie contrôle de gestion plus sur la partie frais généraux. Ouais. Et puis cette magnifique opportunité de venir ici au Luxembourg, j'ai suivi mon épouse. Moi je suis mon épouse, je suis en famille, et donc j'ai suivi mon épouse qui a eu une superbe opportunité professionnelle de venir travailler dans une banque américaine ici au Luxembourg, et donc je suis reparti de zéro. Je venais de mon très bon poste de responsable de contrôle de gestion chez GAN Assurance pour entamer un CDD à l'époque de 6 mois à la BGL. Ah, c'est marrant ça, donc t'as lâché un CDI pour un CDD par amour en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Alors il y avait amour, il y avait un peu d'enfants aussi déjà. J'en avais déjà deux. Okay. Et donc voilà, j'ai redémarré un petit peu. Alors moi j'avais la sensation de redémarrer quelque peu à zéro, mais bon c'était le challenge qui voulait ça. Donc voilà, un bon. Donc t'arrives au Luxembourg en contrôle de gestion. C'est ça, contrôle de gestion. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les équipes d'AXA Assurance au Luxembourg. Et là, j'ai fait 4 mois. 4 mois, pourquoi? Parce que, en fait, l'opportunité de venir à la Mondiale Europartner, de récupérer une équipe sous gestion, une équipe donc là de contrôle de gestion de 5 personnes dans l'équipe. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. C'est là où c'est ce que je préférais. C'était le management. Donc j'ai eu cette opportunité avec Andrews Goethals qui m'a donné cette belle opportunité, et puis là en 7 ans, puisque ça fait 7 ans désormais que je suis là mon Europartner, j'ai changé pas mal, j'ai pas mal évolué. Et donc t'en es où aujourd'hui? Gestion, Investment Solutions, donc d'autres départements, d'autres compétences, d'autres palettes. On m'a fait confiance pour avoir ces palettes différentes, et puis là aujourd'hui je suis le head of du service client, donc pas grand chose à voir avec le contrôle de gestion, mais voilà, l'entreprise grand écart sur le contenu, toujours avec des collectifs à gérer à chaque fois, mais là du coup tu es avec un collectif, donc tu connaissais pas le métier à la base.
C'est ça. Là, c'est vraiment très opérationnel. Alors, c'est vrai que le contrôle de gestion, ça s'apparente beaucoup à de la finance de gestion, finance d'entreprise. Ouais. Là, ce que j'avais envie de faire, mais je l'ai su assez rapidement que j'avais envie de revenir vers de l'opérationnel, vers du métier, du pur assurantiel. Donc là, je suis en plein dedans. Donc c'est un métier différent, mais finalement, on a besoin un peu de pilotage d'activité. Donc il y a quand même quelques interactions avec le contrôle de gestion. Ok, ouais, c'est ça le point commun. Super. Donc toi, en fait, t'as un peu drivé ta trajectoire par rapport à ton envie, bah, justement, de gérer des collectifs. C'est que enfin, la question qu'on a l'habitude de te poser, c'est souvent ces grandes convictions. En fait, souvent les leaders, ils ont des grandes convictions. Ce serait quoi, toi, tes grandes convictions de manager, de leader? Alors, moi, je dirais, tu vois, Romain, pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Il a une vision, on dit souvent à long terme, mais je pense même que ça va du moyen terme et du court terme. Donc, pour moi, la vision, c'est une des grandes convictions que le leader doit avancer. Je dirais que c'est la proximité. Ça peut parfois paraître surprenant, mais je pense que le leader, c'est celui qui a la conviction, mais qui a aussi la proximité de ses équipes. Et ça, je pense que c'est une des forces du leadership. Et puis le dernier, je dirais qu'on n'avance pas sans collectif. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est une équipe de 45 personnes qui est avec moi sur différents marchés, à l'international, mais aussi en France. Et je n'imagine pas le collectif sans mes équipes. Ok. Donc voilà. Donc le leader, il faut qu'il soit dans son collectif, c'est ça, hein, pas à côté, c'est ça le point. C'est ça, Okay. c'est des objectifs clairs pour emmener le collectif. Super. Il y a un leader que tu as croisé, un chef à toi ou quelqu'un qui t'a inspiré plus globalement là-dessus? Honnêtement, j'en ai eu plusieurs. Tout au long de ma carrière. J'ai eu des chefs inspirants. Mais franchement, si je vais en retenir qu'un seul, et ça va te surprendre, Okay. mais je dirais que moi, c'est mon père qui m'a particulièrement inspiré. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai fait un stage dans son entreprise. À l'époque, c'était la GMFV, donc maintenant c'est Covea. Et il était responsable des ressources humaines. Ok. Et il travaillait avec une dame qui était responsable de formation, mais qui était aveugle, en fait, personne aveugle. Et donc moi, je travaillais avec elle pour lui lire son courrier, en fait, du quotidien. Et je l'ai vu, en fait, faire comment il faisait, comment il travaillait au quotidien avec ses équipes. Je l'ai vu, la façon dont il gérait son quotidien, dans la manière dont il se présentait, dans la manière dont il interagissait avec les gens. Et ça m'a inspiré. Parce que je me suis dit, voilà, un leader, c'est quelqu'un qui aussi est et à ce charisme, à cette vision et cette proximité. Donc c'est super. Celui qui m'a le plus. Bah écoute, j'espère qu'il va nous écouter sur le podcast. C'est plutôt un bon compliment. Ok, très clair. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la super série de questions. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, en fait, on a 50. Enfin moi j'ai 50 questions. Et j'ai une super roue de la fortune et donc j'appuie dessus parce que le but c'est justement de garder l'authenticité des réponses et donc de pas pouvoir prévoir le contenu. La question est tombée: comment tu prends tes décisions pour ton collectif? En fait, c'est quoi ton processus quand tu dois décider un truc pour ton collectif? Alors quand je dois décider, souvent j'ai une conviction. Ok. Souvent. Donc tu poses une conviction d'abord. J'ai un premier avis. Ouais. Mais en fait, quand je décide pour le collectif, j'aime faire participer. Okay. J'aime faire participer. Donc clairement, moi j'ai pas dans ma manière de faire, j'ai pas la sensation d'avoir la science infuse, ou j'ai pas cette comment, je sais pas comment on peut dire, mais je me sens pas dans l'obligation de l'avoir. Donc je fais participer les équipes, mais une fois que j'ai un peu justement une big picture. D'accord, donc tu te fais d'abord une première idée, ensuite tu fais participer les équipes, c'est ça ton processus, et après du coup vous vous mettez ensemble et vous designez ce que vous voulez pour votre collectif. C'est ça. Ok, très clair. Écoute, on continue sur commence fort sur la première. Hein. Ouais, on est parti sur une question forte. Tiens, deuxième question par rapport à la décision encore, c'est le hasard. Comment tu décides quand tu sais pas? Alors justement, quand je sais pas, je m'appuie. Je m'appuie sur ceux qui savent. Et j'ai la chance d'avoir des managers d'équipe qui sont des très bons techniciens. J'ai la chance d'avoir aussi, au sein de mes équipes, des gens qui ont ce vrai statut de référent technique. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de choses que d'ailleurs je ne connais pas. Et voilà. C'est une belle façon.
c'est une belle façon de contourner ma question, mais la question, c'est quand on sait pas qu'on sait pas. Il y a plein de trucs, des fois, avec lesquels on est en contact, et on sait pas, en fait, ça peut être A, ça peut être B, et à un moment donné, on n'a pas d'idée. Qu'est-ce que tu fais? T'as un feeling? T'es quelqu'un qui utilise son intuition? Ouais. Beaucoup de feeling, ouais. Beaucoup de Ok. feeling, beaucoup d'intuition. Donc effectivement, quand je prends les décisions, j'écoute ce qui se dit autour de moi, je prends en considération et je tranche. Je décide en fonction de ce qui, pour moi, me semble être la meilleure voie. Ok. Donc du coup, tu mets une part un peu d'irrationnel Oui, dans tout ça ouais. pour aller avec après. Et je dirais que je me sers beaucoup dans mon quotidien de cette part-là. Ok. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai que Ouais, c'est marrant. je n'ai pas peur d'aller dans l'irrationnel. Le contrôleur de gestion qui utilisait son intuition. Normalement, c'est Ouais. antinomique, hein, ça va pas avec le job. Antinomique. Et c'est peut-être pour ça que tu as réussi la passerelle vers le métier, en tout cas. Effectivement, il y a un truc intéressant à mixer les deux. Là, j'ai une autre question qui est tombée. Quelles compétences tu penses qu'un leader il doit avoir pour gérer une transfo? Pour gérer un moment où l'organisation elle se transforme, un moment donné où il faut changer les choses. Est-ce qu'il y a un plugin particulier à avoir à ce moment-là? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place dans tes expériences? Quand il y a une transfo, je pense qu'il faut avoir cette idée de l'intérêt de la transfo. Donc, si moi j'en suis personnellement certain, je pense que l'objectif c'est de l'expliquer, la transfo, de la justifier, de la faire comprendre et surtout d'en garder une certaine positive attitude, parce que la transfo, souvent, c'est aller vers le changement et ça peut induire parfois des situations de doute et d'incertitude. Je pense qu'il faut rester positif, en fait, parce que là, il n'y a pas de transfo sans positive attitude. Je le crois. On se transforme, pourquoi? Pour finalement s'améliorer. Donc, c'est que du plus, c'est que du bon. Okay. Donc, il faut garder ça à l'esprit, le positif, l'expliquer, parce que la transfo, c'est beaucoup d'explications, hein, c'est beaucoup d'échanges, c'est expliquer le pourquoi, c'est le feedback. Donc voilà, la transfo, moi, je l'amène comme ça. Il faut du positif et de la pédagogie, quoi, du feedback. Ok, très clair. Tiens, question intéressante. Selon toi, ça sera quoi la plus grande différence entre le François manager d'aujourd'hui et celui que tu seras dans 20 ans? Comment tu dois évoluer? Alors, justement, celui qui peut-être y mettra un peu moins d'irrationnel, peut-être un petit peu moins. Tu veux dire dans 20 ans moins d'irrationnel? Ouais, peut-être, parce que peut-être avec un peu plus d'expérience, je sais pas. C'est vrai que parfois, on prend des décisions dans des moments particuliers où il faut prendre des décisions. Et le leader que je suis, en tout cas, parfois, prend des décisions un peu rapides. Okay. Et donc, peut-être que dans 20 ans, avec un peu plus de bouteilles, il y a ce petit côté un peu moyen, un peu plus irrationnel qui sera quelque peu plus gommé. Un peu plus gommé, mais du coup, tu vas devenir plus lent. Je sais pas. Peut-être. Finalement, est-ce que c'est si mal que ça? Non, effectivement, si c'est contrebalancé, si c'est bien dosé, effectivement, ça peut donner ça. Ok, très très clair. La roue tourne. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais avec tes pairs pour te développer? Ouais, ça c'est une question qui est assez intéressante au contact des leaders, nous, qu'on rencontre. On voit qu'il y a certains leaders, ils essayent de créer des choses en co-développement, enfin des initiatives dans lesquelles ils vont s'inspirer de ce que font un petit peu les autres. Toi, qu'est-ce que tu vas attraper chez tes pairs et comment tu t'y prends? C'est vrai que nous, on a essayé à un moment donné, tu vois, d'avoir une sorte de communauté head-off. Ouais. Et justement d'échanger ensemble sur les pratiques, sur la manière dont on gérait nos équipes, dans laquelle on animait nos différentes équipes. Et effectivement, c'est plus le partage, en fait. Donc, on garde ces moments-là. On échange beaucoup sur nos pratiques managériales du quotidien. Et on apprend tous sur les pratiques de chacun. Donc, moi, Vous voyez souvent comment ça marche? Il y a des rituels, vous faites des meetings ensemble, Oui, des meetings. On a des séminaires ensemble aussi qui nous permettent d'échanger. Et puis c'est vrai qu'après dans notre quotidien on a cette communauté head-off, donc qu'on garde vraiment ce contact-là, ce lien-là. Ouais. Ok, très clair. Nouvelle question. Selon toi, où démarre ta responsabilité de manager et où est-ce qu'elle s'arrête? Tiens, c'est marrant. Et ça peut être intéressant de la faire dans les deux sens, c'est-à-dire entre le management finalement vers le bas, c'est-à-dire avec ton équipe, et puis le management vers le haut,
où est-ce que tu mettrais le curseur entre finalement ta partie à toi? C'est pas simple, hein. Pas simple de Non. répondre à ça. Tu vois, moi, la position aujourd'hui que j'ai, ça s'apparente à du N plus 2, en Ouais, fait. c'est ça. Donc, du N plus 2, tu vois, moi, le curseur, j'essaie c'est un savant dosage, hein, Ouais, entre mon directeur des opérations, mes managers d'équipe et mes gestionnaires. Donc, c'est pas simple. ouais, Donc, le curseur, je sais pas, j'essaie de le trouver au quotidien, c'est-à-dire pas, je laisse de l'autonomie mes managers, les gérer leurs équipes. ouais. Je les laisse prendre leurs décisions sur de l'opérationnel. Ouais. Moi, j'estime que je dois avoir une vue plus d'objectifs, de pilotage, d'impulser une certaine dynamique de performance, de culture de Ok. résultat. Ça doit être ça mon job. Et donc, du coup, j'essaye justement de ne pas empiéter trop sur la partie opérationnelle, même si forcément ça m'intéresse. Ça Ouais. m'intéresse. Ouais. Mais j'essaye de leur laisser ce champ-là. Donc, c'est jamais simple de trouver où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Moi, je les définis comme ça. Vous en parlez au quotidien avec eux? C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc que Ouais. vous nommez explicitement? Oui, Ok. oui, oui. Oui, Donc, du parce coup, que vous vous ajustez en fait en parlant. on s'ajuste à chaque fois en parlant. Effectivement, on a des Ok. points réguliers et à chaque fois on ajuste parce que parfois, moi, je vais avoir tendance à aller sur un dossier particulier. Et puis, effectivement, c'est pas forcément bien qu'il y ait une multitude d'interlocuteurs. Il faut vraiment trouver la bonne place. Ok, très clair. Bon, du coup, il y a cette espèce d'ajustement permanent. Oui. C'est quoi les aspects de ton rôle de manager que tu préfères? Le truc cœur, quoi, le truc enfin, qui te passionne. Moi, le cœur, c'est l'organisation. Ok, C'est ce qui m'a donné même envie de devenir manager. J'aime tout ce qui est interaction, tout ce qui est organisation, tout ce qui est transversalité. ouais, Donc, moi, le cœur, je dirais que c'est ça, c'est l'organisation. C'est le pilotage des activités. Ça aussi. ok, Et apporter du contenu et des objectifs en lien avec l'atteinte de résultats. Résultats et performance, moi, c'est mes drivers. ok, Donc, ce qui m'a donné envie de devenir manager, c'est l'organisation, c'est ouais, la transversalité, mais mon driver, ça sera toujours le résultat, la performance et le client. ok, très clair. Tiens, c'est marrant, les questions, elles arrivent un peu dans n'importe quel ordre, donc sans transition. Il y a beaucoup de jeunes managers qui veulent sécuriser une forme d'autorité au départ. Toi, c'est intéressant parce que tu as eu, finalement, ce que je comprends, hein, tu es passé manager dans une équipe dans laquelle tu étais au début Oui. opérationnel à Paris, puis après, tu as pris une autre équipe sur laquelle tu avais les credentials, et puis finalement, après, encore une autre équipe sur laquelle tu n'avais pas les credentials métiers. Finalement, ta légitimité, ton autorité là-dessus, comment tu as fabriqué ce truc-là à chaque fois? Alors, moi, je dirais que le plus dur, c'est finalement quand on a été dans l'équipe et puis qu'on en devient le manager de l'équipe. Ok. C'est jamais simple le positionnement. Mais je dirais qu'être manager aussi, c'est une attitude. Il n'y a pas besoin d'en faire plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'autorité à donner plus qu'il ne se doit. Il n'y a pas besoin de s'imposer plus. L'objectif, c'est ceux qui sont plus opérationnels et puis toi, tu as un rôle qu'on te demande qui est de manager, d'organiser les choses. Donc, on a Ok. des rôles différents, mais il n'y a pas besoin d'imposer une certaine forme d'autorité. Je pense que Ok. naturellement, les choses se font. Ouais, en fait, c'est ça. Tu dis, tu regardes pas l'autorité d'un point de vue autoritarisme, mais plutôt d'un point de vue chacun son mandat, quoi. Ouais, on a un mandat, en fait. On est Ouais. là pour quelque chose. Moi, je suis là pour des objectifs bien définis que ma direction m'a donné. Et ces objectifs-là, moi, j'essaie de les traduire opérationnellement. Donc, on a chacun notre rôle. Bon, chacun. Chacun sa partie et comme ça marche. Ok, peut-être une dernière question, tirée au hasard, on va dire. Est-ce que tu préfères recruter quelqu'un qui a fait le même job avant ou quelqu'un qui vient avec un regard neuf ou une expérience différente? C'est intéressant parce que toi, du coup, tu as été exposé aux deux dans ton rôle, donc tu dois avoir Ouais. des côtés positifs dans les deux. Tu auras bien avoir ton temps là-dessus. Ah, surtout que j'en ai fait quelques-uns avec toi, d'ailleurs, des recrutements. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tu sais que effectivement, j'ai pas trop peur de sortir des sentiers battus. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans le métier tel qu'on le fait aujourd'hui, tu peux avoir des très bons gestionnaires, des très bons techniciens assurantiels, Ouais. et c'est très bien. Mais un collectif, c'est des gens qui viennent d'horizons différents. Ok. C'est ça aussi, et je trouve qu'aujourd'hui, nos meilleurs gestionnaires sont pas forcément ceux
qui ont fait ce métier-là avant. Ok. C'est des gens qui ont une fibre, qui ont une attitude, qui ont un vécu différent, et ça apporte beaucoup. Et donc, non, j'ai pas eu peur de faire des choses complètement différentes, des recrutements différents du prototype, du standard qu'on attend. Ok. Très clair. Mais ils n'ont pas peur de ça. Ouais, bah en tout cas c'est sûr. Bah après c'est sûr qu'il y a aussi une logique marché et je pense que c'est un sujet un petit peu pour tout le monde en ce moment, c'est de s'ouvrir un petit peu les chakras pour aller chercher des gens un petit peu différents. Top. Écoute, je crois qu'on est plus ou moins dans le timing. Peut-être une petite dernière question. Bah là, tu es en train de m'aider à essuyer les plâtres sur ce premier épisode, donc encore merci. Ça serait qui un autre Atomic Leader que tu aimerais entendre sur une interview avec ce même type de questions? Allez, moi, je vais donner un nom. AXA Assurance, Danny Van Pevenage. Ok, eh ben, écoute, l'invitation est lancée. Dany, si vous nous écoutez, on sera ravis de faire un épisode ensemble parce que, a priori, si Ça va le surprendre, hein. Si François. Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup François, hyper intéressant. Et puis bah, j'espère que ça aura apporté de la valeur à ceux qui nous écoutent. Puis on va essayer de continuer cette initiative en voyant où ça nous mène. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, ciao.